Eh bien, merci. Moi, je vous propose de débuter tout de suite, d'autant que vous avez eu le temps de vous restaurer, et de donc traiter ensemble, effectivement, du fameux PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Alors, je vais d'abord rappeler les principes qui président au fonctionnement de ce PFU. Je verrai ensuite l'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR, ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, et puis ensuite le PFU et les prélèvements sociaux et les cotisations sociales, puisque les mécanismes vont s'articuler ensemble. Enfin, on terminera par une note un peu pessimiste, puisqu'on parlera du PFU et du futur dispositif anti-abus. Voilà ce par quoi je vous propose de débuter. Alors, le PFU, le principe en est extrêmement simple. Je vais pousser ça parce que finalement, je ne vous vois pas. Voilà. Le principe, c'est beaucoup mieux. Le principe en est extrêmement simple. C'est la substitution d'un taux proportionnel au barème progressif de l'IR. Autrement dit, le PFU ne change pas, ne modifie pas les mécanismes liés aux prélèvements sociaux. Le PFU, c'est l'impôt sur le revenu, et l'impôt sur le revenu seulement. Alors certes, le taux du prélèvement du PFU est en principe de 12,8. Lorsqu'on ajoute les prélèvements sociaux dans leur globalité, prélèvements sur les revenus du patrimoine et sur l'imposition des plus-values, on arrive à 17,2, les deux ensemble, 30%. Donc, quand on a, et vous avez pu suivre la presse, au moment où le PFU a été voté, on a évoqué un taux de 30%. Mais en réalité, ça n'est pas comme ça que ça marche. Le PFU, c'est 12,8%, et c'est tout. Les prélèvements sociaux, et lorsque elles sont applicables, les cotisations sociales vont venir s'ajouter à ce taux unique de 12,8%. Donc le PFU, c'est en principe un taux de 12,8 sur l'impôt sur le revenu, en se substituant donc au barème progressif. Alors, tous les revenus ne sont pas soumis au PFU, vous le savez. Trois grandes catégories de revenus vont être impactées. Les revenus de capitaux mobiliers, dividendes et distributions assimilées, les intérêts d'emprunt aussi, y compris les intérêts de compte courant, les produits des contrats de capitalisation et d'assurance vie qui ont été intégrés au dispositif, les plus-values de cession de droits sociaux et de valeurs mobilières des particuliers. Je dirais aussi un mot de l'imposition des plus-values professionnelles à long terme, mais c'est un cas particulier et ça ne relève pas à proprement parler du PFU, mais je l'évoquerai en passant. Deuxième principe, cette substitution d'un taux proportionnel au barème progressif de l'IR pour les revenus que j'ai énumérés sera de plein droit, sauf la clause dite de sauvegarde, l'option en faveur du barème progressif. L'entrée en vigueur du dispositif, revenus perçus à compter du 1er janvier 2018, plus-value réalisée à compter du 1er janvier 2018. Le principe, c'est ça. À partir de là, le taux, je vous l'ai dit, 12,8. Il y a une exception pour les produits des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance vie, pour les primes qui sont versées en 2018, mais qui se rattachent
selon la nature des contrats, qui va se rattacher à des versements qui ont été faits à compter du 27 septembre 2017. C'est ce qu'on peut appeler une petite rétroactivité. Pour les contrats d'une durée inférieure à 8 ans, on retrouve un taux de 12,8. Pour les contrats d'une durée supérieure ou égale, on trouve un taux de 7,5, dès lors que le montant des encours est inférieur à 150 000 euros. Donc là, c'est le cas un peu particulier de la fiscalité des contrats de capitalisation et d'assurance vie avec lesquels il a fallu compter pour mettre en place le PFU. Je vais revenir sur donc, ce que j'étais en train de vous dire. Alors, à partir de là, quels sont le PFU, ce n'est pas que cela, ce n'est pas que la substitution du barème d'un taux proportionnel au barème progressif. C'est aussi, en principe, pour certains revenus, un prélèvement non libératoire forfaitaire. Car le PFU s'intègre dans un régime, de prélèvement à la source. En réalité, ce qu'on appelle parfois le PFO, prélèvement forfaitaire obligatoire, ou le PFNL, le prélèvement forfaitaire non libératoire, c'est un prélèvement à la source qui ne dit pas son nom. Alors, ce mécanisme, voilà en gros les principes qu'il présente. Voyons un petit peu le champ d'application. Dividendes, intérêts d'emprunt, produits des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d'assurance vie, plus-value, mais uniquement des particuliers. Sont exclus les revenus fonciers, les produits, comme je vous l'ai dit, des bons ou contrats de capitalisation attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, où là, on a encore le prélèvement forfaitaire obligatoire optionnel, les revenus expressément exonérés d'hier, c'est tous les revenus de livret notamment qui sont visés, et puis, en revanche, s'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui, elle, donc au taux de 3% ou de 4% selon les montants, qui, elle, va s'ajouter, qui va être prélevée selon son mode de prélèvement spécifique, mais qui va s'ajouter aux 12,8%. Alors, le prélèvement, je vous l'ai dit, en réalité, c'est un acompte. Et l'année suivante, c'est-à-dire l'année qui suit celle de la perception des revenus, vous avez le paiement éventuellement d'un solde ou la restitution d'un impôt. Ah. Je vais vous donner d'ailleurs l'exemple en question. Je vous avais préparé un petit tableau pour cela. S'il veut bien s'appliquer, ouais, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si c'est lisible quand même. Si? Ça va ou pas? Vous voulez qu'on baisse la lumière ici, peut-être? Est-ce qu'on peut la baisser un petit peu? C'est vrai que c'est noir sur blanc, c'est pas toujours. Ah, très bien, oui, très très bien. Donc, on va distinguer selon la nature des revenus. Pour les dividendes, les revenus perçus en 2018, vous aurez donc un prélèvement forfaitaire, donc PFO obligatoire, non libératoire de 12,8%. Donc ça, c'est l'établissement payeur, c'est la société, par exemple, qui distribue les dividendes, qui va le prélever. En 2019, vous aurez ce qu'on peut appeler, puisque ce n'est qu'un prélèvement non libératoire, vous aurez le calcul définitif de l'impôt. Donc, on sera normalement au taux forfaitaire de 12,8, ce qui fait que ce qui a été payé là devrait suffire, mais deux situations peuvent quand même se présenter.
Premièrement, et ce sera éventuellement la plus courante, c'est là où il pourra y avoir un décalage, il pourra y avoir option du contribuable pour le barème progressif de l'IR, là avec l'application de l'abattement de 40% sur les revenus distribués, et dans ce cas-là, évidemment, restitution en cas d'excédent. Bon, on peut aussi imaginer, mais je pense que le cas sera quand même relativement peu fréquent, un déficit qui serait imputable sur le revenu global et qui, du coup, donnerait lieu à une restitution. Alors, il y a quelques hypothèses de cette nature. Pour les revenus de placement, revenus fixes, donc tout ce qui est intérêt d'emprunt, eh bien là, ici, vous avez, pareil, application en 2018 du prélèvement forfaitaire obligatoire, donc qui sera retenu. Le même principe ici, imposition au taux forfaitaire de 12,8, donc normalement, il n'y aura rien de plus à payer, sauf l'option, là encore, pour le barème progressif. Alors je parlerai de l'option tout à l'heure, hein, et notamment des contraintes qu'elle implique. Alors, pour l'assurance vie, les bons et contrats de capitalisation, pour les primes, alors ça ne concerne que l'année, évidemment, l'année 2017-2018, en fait. Hein. Pour les primes versées avant le 27 septembre, vous aurez l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire qui existe déjà. Pour les primes qui sont versées à compter du 27 septembre, là, on passe au PFO, enfin au prélèvement forfaitaire non libératoire, pour l'année 2018. En 2019, les versements attachés aux primes qui ont été versés avant le 27 septembre 2017 seront imposés au barème progressif, sauf pour le PFL, ce qui sera le cas en règle générale, mais ça dépend aussi de la durée du contrat. Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, eh bien, vous aurez une imposition au taux forfaitaire, soit de 7,5, soit de 12,8, hein, selon la durée du contrat, sauf option du contribuable pour le barème progressif. Et le cas échéant, imputation ou restitution partielle du PFO de 2018. Voilà le système tel qu'il va se présenter pour tout ce qui est dividendes et intérêts et pour les produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation. Que vous dire d'autre à ce stade? Ben non, je pense que je vais pouvoir avancer, à moins qu'il y ait déjà des questions, mais je pense que le mieux, c'est peut-être d'évoquer un cas particulier, l'imposition des intérêts des comptes courants d'associés. En effet, le problème des comptes courants d'associés est le suivant. Comment, pour 2017, les imposer? Les comptes courants d'associés, bon, ne rapportent pas toujours des intérêts, hein, mais ça peut quand même être le cas. Maintenant, pour les personnes physiques, souvent on ne prévoit pas d'intérêt. Mais s'il y en a, comment est-ce qu'ils vont pouvoir, le cas échéant, bénéficier ou non du prélèvement forfaitaire unique? La question est la suivante. La question ne se pose que pour l'année 2017, bien sûr. Pour l'année 2017, les intérêts juridiquement sont acquis au 31 décembre 2017, parce que les intérêts s'acquièrent pro rata temporis. En revanche, dans la plupart des cas, ils ne seront versés qu'en 2018. Donc, question, est-ce que ces intérêts 2017 versés en 2018 vont pouvoir bénéficier du prélèvement du PFU à 12,8? La question n'est pas simple et elle peut se poser parce que malheureusement l'administration fiscale dans sa doctrine nous dit que les intérêts versés au cours d'une année pour les comptes courants d'associés sont acquis au 31 décembre, même s'ils sont versés ultérieurement. Donc l'administration fiscale pourrait, sur la base de cette doctrine, refuser l'application du PFU aux intérêts des comptes courants d'associés. C'est possible. Bon, pour l'instant, ce n'est pas tranché, mais il y a une difficulté de cette nature. Même s'ils sont versés en janvier, en février, en mars, après calcul. Bon.
Donc là, on a une difficulté qui va se présenter pour ce type d'intérêt. Alors, deuxième point, l'option, la fameuse option pour le barème progressif. Ben, l'option pour le barème progressif, qu'on appelle donc dans le langage de l'administration la clause de sauvegarde, elle est faite quand même pour ne pas être utilisée. Elle est faite pour ne pas être utilisée parce qu'elle est absolument dépourvue de souplesse et donc, en règle générale, il y a assez peu de chances, sauf pour des petits revenus, qu'elle soit mise en œuvre. L'option, en effet, est globale. Elle s'applique pour les 3 catégories de revenus dont j'ai parlé tout à l'heure, intégralement. Donc, on n'a pas d'option sectorielle. On n'a qu'une option globale. Seront donc impactés les revenus de capitaux mobiliers, au sens large du terme, les plus-values, si plus-value il y a, et les produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation. Donc vous voyez qu'on est dans un système qui est quand même très 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 gênant pour ça. L'option ne vaut évidemment que pour 1 an. J'ai vu un jeu. Elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a exercée, c'est terminé. Et on devra l'exercer, d'après la législation, dans la déclaration numéro 2042. Donc, pour des revenus perçus en 2018, on va l'exercer en 2019, quand on va déposer la déclaration 2042. Bon, ce qui est logique, parce qu'on ne peut pas, sinon ça n'a aucun sens. Alors, à partir de là, dans quel cas exercer cette option? Ben, 2 facteurs vont évidemment jouer, enfin 3 facteurs vont jouer. Le taux marginal d'imposition du contribuable, qui ne pourra connaître évidemment qu'en N+1. Bon, est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous du taux de 12,8? Premièrement. Deuxièmement, il faudra tenir compte de la déductibilité de la CSG, puisqu'une partie de la CSG est déductible, mais elle ne sera déductible qu'en N+1. Enfin, il faudra tenir compte de l'existence, le cas échéant, de cessions ou donc il va falloir faire une appréciation globale, tout revenu confondu, pour les revenus qui sont soumis au PFU. Bon, j'ai tendance à penser que l'option sera quand même assez rare. J'ajoute un dernier point. S'il y a des cessions de titres, dans ces cas-là, oui, absolument, part sociale ou valeur mobilière, si ces titres ou ces parts sociales sont antérieures au 1er janvier 2018, l'option permettra aussi de bénéficier des abattements pour durée de détention, mais sur 2 régimes seulement. Les abattements pour durée de détention de droit commun, donc jusqu'à 65%, quand on a conservé les titres 8 ans, d'une part. Et puis, on pourra aussi bénéficier des abattements dans le régime dit des PME de moins de 10 ans, mais dont les conditions sont extrêmement difficiles à remplir à partir du moment où il y a 2 sociétés, l'une en dessous de l'autre. Quand vous en avez qu'une, le régime est tout à fait jouable, mais sinon il est vraiment très compliqué. Donc voilà un petit peu voilà exactement les points qu'il va falloir mettre en œuvre, et après il faut faire un calcul pour savoir si oui ou non c'est plus intéressant d'être au PFU ou d'être au contraire au barème progressif. De manière générale,
à partir d'une tranche, de la tranche à 41%, il est quand même admis que le PFU présente un gain fiscal, hein, sauf exception, même en tenant compte de la déductibilité de la CSG, de l'abattement de 40%, même dans ces cas-là, à partir de 41%, il n'y a guère de doute. Il n'y a qu'en dessous, à la tranche à 30%, où la question va pouvoir commencer à se poser, mais sinon, c'est peu probable. Vous aviez une question ? Je vous avais oublié en cours de route, excusez-moi. Attendez, on vous entend peut-être pas. Attendez. Je ne suis pas sûr qu'on tout le monde vous entende. Et je n'ai pas besoin de deux micros. Non, la question que je posais, c'est que je fais des rachats sur un contrat d'assurance vie dont les primes ont été versées avant le 26 septembre 2017. Donc là, j'opte pour le prélèvement libératoire forfaitaire. Oui. Dans la même année, je fais un rachat sur un contrat d'assurance vie dont les primes ont été versées après. Je suis au prélèvement des 12,8. Oui. Le PFU. Et donc, est-ce que ça ne m'empêchera pas, le fait que j'ai opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire sur mes primes versées avant septembre 2017, ne m'empêchera pas de faire une option à l'IR pour le reste de ce que j'aurais pu prendre en 2018 ? Pour moi, non. On est d'accord ? Pour moi, non. Voilà. Non. Parce que là, c'est un régime, les produits des contrats assurance vie, c'est quand même un régime très spécifique. Oui. Ça a été rajouté après coup. Et c'est soumis à des règles dérogatoires. Donc, dans ce cas particulier, l'option, effectivement, n'entraîne pas une renonciation, en quelque sorte, au PFU. D'accord. Merci. Enfin, sous réserve de ce que nous dira l'administration fiscale, puisque nous attendons toujours ses commentaires, mais je ne crois pas qu'il y ait de changement. Alors, je voudrais vous passer aussi ce tableau, mais je me rends compte qu'ils sont quand même très petits. Je vais vous demander si on peut baisser la lumière. Voilà. Donc, c'était pour montrer la différence entre... On n'est pas ici sur le PFU, on n'est pas sur l'IR, mais on est sur les prélèvements forfaitaires obligatoires, ce que de toute façon l'établissement payeur prélève. Donc, vous le voyez, le passage au PFU est quand même extrêmement intéressant dans certains cas, ne serait-ce qu'en termes de trésorerie, puisque vous le voyez, pour les revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2017, on avait un prélèvement forfaitaire obligatoire de 24% pour tout ce qui est obligation, intérêt d'emprunt obligataire, titre de créance négociable, bon, tout ce qui est fonds commun de créances qui relève à peu près au même. Mais vous le voyez, ce qui est plus intéressant, c'est pour les bons de caisse et les bons du Trésor qui ont été émis alors, les bons non anonymes, on avait 24%, on passe là encore à 12,8%. Pour les bons anonymes, alors je ne sais pas s'il en reste beaucoup, le prélèvement de 42% passe aussi à 12,8%. Et enfin, pour tout ce qui est, vous voyez, intérêt des PEL, hein, des plans d'épargne logement, là aussi, de 24, on passe à 12,8. Voilà, c'est à peu près les éléments qui me paraissaient importants de montrer. Pour le reste, je reconnais que ce tableau est malheureusement trop petit et qu'il faudrait l'éclater. Alors, un mot à propos des plus-values professionnelles à long terme. Je vous ai dit, les revenus concernés par le PFU, ce sont des revenus prélevés ou touchés par des particuliers. Mais lors du vote, lors de l'institution du PFU, un amendement a été déposé, d'ailleurs je crois en commission, pour aligner le taux d'imposition des plus-values professionnelles à long terme sur le taux global du PFU. Autrement dit, sur un taux de 12%.
2,8%. C'est-à-dire que le taux de prélèvement obligatoire sur les plus-values professionnelles à long terme est lui aussi de 30%. Bon, ça c'est un alignement pour... c'est une sorte de mesure qui se veut de justice par rapport à ceux qui cèdent des titres et ceux qui cèdent un fonds de commerce. C'est ça l'idée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est lié à la façon dont la loi a été construite. Le taux de 12,8% s'appliquera dès le 1er janvier 2017. C'est-à-dire que les fonds qui ont été vendus en 2017 seront soumis au taux de 30%. Et pas seulement ceux vendus en 2018. Alors que le PFU, lui, ne s'appliquera qu'aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018. Donc c'est à savoir, si vous cédez un fonds de commerce, là, vous avez intérêt, ça aurait été intéressant de le céder en 2017. On l'a su tardivement, hein, malheureusement, parce que ça a été voté avec la loi, avec le collectif budgétaire, mais c'est quand même un point qu'il faut souligner. Alors, ce n'est pas un PFU, c'est ça qu'il faut comprendre, car il n'y a aucune option. Les plus-values professionnelles à long terme sont soumises à un taux global de prélèvement de 30%. Il n'y a pas de barème progressif. Hein. Il n'y a que les plus-values professionnelles à court terme, ça ne nous intéresse pas ici. Mais de toute façon, donc toutes les plus-values immobilières professionnelles, les plus-values sur cession de clientèle, de toute manière, vous n'êtes pas... Vous êtes dans un taux de 12,8 pour l'IR et de 17,2 pour les prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que si vous exercez l'option à l'IR, par hypothèse, ça n'aura aucun impact sur l'imposition des plus-values professionnelles. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que ce n'est pas du tout un régime de PFU. C'est simplement une mesure de cohérence fiscale. Ah oui. Ah ben, en tout cas, le cas échéant, oui, ça s'applique dès le 1er janvier, pour les sessions qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2017. Attention, hein, plus-value professionnelle seulement. Normalement, les notaires là-dedans, normalement, ils n'ont pas à jouer là-dessus. Hein, je veux dire, ils n'ont pas à retenir l'impôt, si vous voulez. C'est votre déclaration. Vous ferez votre dernière déclaration en 2035 pour les BNC, par exemple. Déclaration qui a lieu en 2018. Et là, vous aurez une imposition qui sera de 30% sur une plus-value qui a été réalisée en 2017 et déclarée en 2018. Et vous paierez l'impôt, en principe, en 2019. Donc, vous voyez l'intérêt de ce dispositif, quand même, pour ceux qui ont eu la chance de céder l'année dernière. Alors, je voudrais maintenant évoquer avec vous le fameux dispositif anti-abus. Alors ça, je vais le mettre voilà. Est-ce qu'il va apparaître? Ouais, parfait. Je vais essayer de faire mieux que ça. En tête et pied de page, non, ça ne me donne rien. Je dois avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Plein écran, ce serait pas mal, ça. Ouais, c'est mieux. Alors, ce dispositif n'existe pas. Nous parlons donc du futur. De quoi s'agit-il? Lors du vote du prélèvement forfaitaire unique, au Sénat, un sénateur a proposé un texte dit clause anti-abus pour éviter que toutes les personnes qui exercent une activité indépendante dans une société à l'IS ne viennent arbitrer face à un arbitrage dividende
contre rémunération de gérants et prélèvent la quasi-totalité de leur rémunération sous la forme de dividendes, quand ils le peuvent, hein, bien sûr, et puis se versent ou réduisent leur rémunération de gérance ou de président de SAS ou autre. Donc, vous le voyez, ce qui s'est fait par le passé, ce qui était très classique. Le sénateur Montgolfier avait proposé un dispositif qui faisait basculer de plein droit, donc sans option, au barème progressif de l'IR, les dividendes perçus, alors notamment par les travailleurs indépendants, mais aussi par plusieurs dirigeants, dès lors que ceux-ci étaient, avec les membres de leur famille, si ce n'est majoritaire, tout au moins contrôlant la société distributrice des dividendes. Autrement dit, le mécanisme visait à éviter un ajustement pour l'impôt sur le revenu entre barème progressif, rémunération soumise au barème progressif et distribution soumise au prélèvement forfaitaire unique. Ce dispositif a été supprimé, enfin, il n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Malheureusement, le gouvernement a annoncé, en invitant les députés à ne pas retenir ce dispositif, qu'il allait en insérer un dans le courant de l'année 2018, soit dans le projet de loi sur les entreprises, qui devrait être connu dans le courant du mois de mars, en théorie, peut-être avril 2018, soit dans le projet de loi rectificative pour 2018, donc à la fin du mois d'octobre, à peu près un courant novembre. Le problème est le suivant, c'est que, nous ne connaissons pas le dispositif en question, nous ne savons pas exactement quels sont les dirigeants majoritaires avec leurs familles qui seront visés par le texte. Nous ne savons pas si cela touchera tous les dividendes ou les dividendes qui correspondent à une part dépassant les 10% du capital social et du compte courant d'associés seulement. On n'en sait rien, puisque ce dispositif a été retoqué comme n'étant pas conforme aux objectifs du gouvernement. Donc le gouvernement a considéré qu'il fallait mettre en place un dispositif anti-abus, mais que celui proposé par le sénateur Montgolfier et voté par le Sénat sur son initiative, ce dispositif-là n'était pas pertinent et n'était pas, du coup, applicable. Dernière difficulté, non seulement on ne connaît pas le contenu, donc on ne sait pas exactement qui sera touché, mais en plus, et ça c'est beaucoup plus gênant, il est possible, voire probable, que le dispositif s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2018. S'il est dans la loi de finances rectificative, c'est en principe souvent le siège de dispositions, comme son nom l'indique, hein, de dispositions qui vont rectifier des dispositions fiscales déjà existantes et donc qui devraient rétroagir au 1er janvier 1er janvier de cette année. Pareil, si c'est dans le projet de loi sur les entreprises, la grande loi sur les entreprises qui nous est promise qui devrait être votée
enfin définitivement voté en septembre. Donc, vous voyez que ça soit voté en septembre ou de toute façon que ça soit voté en décembre, il y a de fortes chances que ce soit rétroactif. Donc, quel conseil donner à ce stade? C'est tout le problème, parce que une fois qu'on a distribué, on ne peut plus revenir en arrière. C'est quand même très compliqué. Sans compter les problèmes que ça soulèverait entre les associés, le cas échéant. Donc, le mieux serait, au moment de l'approbation des comptes, de mettre ces sommes en réserve, jusqu'à ce que la loi soit votée. Une fois la loi votée, il sera temps à ce moment-là d'arbitrer. Est-ce qu'on relèvera du PFU? Est-ce qu'on n'en relèvera pas? Est-ce qu'on relèvera du PFU dans la limite des 10%? Dans ce cas-là, on pourra au moins distribuer à hauteur de 10%, vous voyez? Et puis le reste, ça sera un arbitrage, ça sera peut-être mis en réserve pour quelques années, ou alors au contraire placé où ça donnera lieu peut-être à une prime exceptionnelle en termes de rémunération. Ça, ce sont des questions qui vont qu'aujourd'hui on ne peut pas régler. Et sur ce projet sur le projet de loi de finances rectificative pour 2018, évidemment, on ne sait rien. Mais sur le projet de loi, sur les entreprises, pour l'instant, on ne sait rien non plus. On a quelques éléments, mais sur cette question-là, rien n'a filtré. Enfin, à ma connaissance. Donc voilà. Donc à ce stade, quand vous allez, je suppose pour tous ceux qui clôturent au 31 décembre, alors pour ceux qui clôturent au 30 septembre, c'est encore pire. Ça dépend comment on voit les choses. Mais pour ceux qui clôturent au 31 décembre, en tout cas, donc vous avez 6 mois pour statuer sur les comptes. 7 mois si on considère qu'on antidate le PV et qu'on dépose les comptes avant le 31 juillet. Vous aurez, si les textes ne sont pas connus d'ici là, je conseille plutôt une mise en réserve. Et puis le cas échéant, si tout va bien, une assemblée extraordinaire qui distribue des réserves en cours d'année 2018, donc dans la deuxième moitié de l'année 2018. Voilà. Bon. L'autre solution, c'est de placer en report à nouveau. Mais si vous placez en report à nouveau, il y a une autre difficulté qui surgit. La loi ne prévoit pas la possibilité de distribuer un report à nouveau hors résultat. C'est-à-dire que si vous avez distribué le résultat, vous avez mis en report à nouveau, en théorie, pour distribuer le report à nouveau, il faut attendre de statuer sur le résultat de l'exercice suivant, le résultat de l'exercice N+1. Donc ça, c'est pourquoi. Alors bon, vous avez une position de la commission des commissaires, du Conseil Conseil national de la commission des commissaires aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui admet la possibilité de distribuer le report à nouveau, isolément. On distribue le résultat N et on peut encore 3 mois plus tard, distribuer le report à nouveau ou les sommes qu'on avait mises en report à nouveau. Mais je me demande si tous les commissaires aux comptes ou tous les experts comptables le feront facilement. Donc j'aurais plutôt tendance à mettre en réserve et puis à faire une distribution exceptionnelle de réserve avant la fin de l'année. Voilà. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, le PFU, en fait, est en devenir. Puisque, malheureusement, nous ne savons pas exactement qui sera impacté par le dispositif anti-abus. Voilà. C'est sur une note un peu négative que je terminerai, mais en attendant les questions, mais je pense que la prudence recommande de ne pas distribuer maintenant, mais d'attendre que l'on sache à quelle sauce on va être mangé, parce que on ne sait même pas, j'en discutais tout à l'heure dans le couloir en attendant, on ne sait même pas si on est soumis au barème progressif de l'IR de plein droit
lorsqu'on est le maître de l'affaire, en gros, hein, on ne sait même pas si dans ce cas-là, la CSG sera déductible. Je le suppose. Mais il faudra quand même que les textes le prévoient. Donc, vous voyez, c'est une situation qui est très, très difficile. Alors, au moins, quand on aura le projet de loi, on y verra plus clair, mais à condition que ça soit dans la loi sur les entreprises. Ça, on saura ça rapidement. Donc, vous pourrez arbitrer pour le 30 juin, de cette année, 2018. Mais si ça n'est pas dedans, on est coincé. On est coincé. Et là-dessus, on a absolument, rien à filtrer sur le projet de loi. Rien du tout. Je suppose qu'il donne lieu encore à des arbitrages, parce que là-dedans, il y a des sujets très sensibles. Le commissariat aux comptes, dont une partie sauterait, une partie très importante des mandats disparaîtrait. Donc, bon, vous avez des sujets sensibles, et du coup, la loi très probablement prend du retard. Des questions? Et quelle est votre position sur, la clause serait adoptée, enfin, ça passerait à l'IR, admettons que l'administration fiscale décide de passer les dividendes à l'IR. C'était vraiment le discours du gouvernement devant l'Assemblée était clairement en ce sens. Sur l'année 2018, on ne serait pas imposé à la TMI, mais au taux moyen. En bonne logique, oui. En bonne logique, oui. Oui, il faut combiner ça avec le mécanisme de l'année blanche et du prélèvement à la source. Oui. Sauf à dire qu'ils disent qu'on n'a pas le droit non plus au taux moyen. Ça, je ne pense pas quand même que ça irait jusque-là, hein, mais on serait quand même au barème progressif, du coup. Enfin, indirectement, quoi, via ce mécanisme-là. Oui, il y a un risque. Il y a un risque. Voilà, donc, enfin bon, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu décevant parce que finalement, le champ d'application du PFU risque d'être extrêmement réduit, en fait, à des personnes qui détiennent des participations purement d'ordre, quoi, qui ne jouent pas de rôle et qui ne sont pas mariés ou pacsés avec le dirigeant. Font pas partie d'un bloc majoritaire. Ouais, donc vraiment, il faut attendre. Pour l'instant, on est obligé d'attendre. Alors, ne faites pas l'erreur qui consisterait à distribuer et à se dire j'ai 9 mois, j'ai du temps pour mettre en paiement, parce que ce n'est pas la mise en paiement qui va changer quoi que ce soit. Elle sera indifférente, la mise en paiement. Même si, par exemple, la mise en paiement a lieu en 2019, ça ne va pas changer. Donc, on est vraiment obligé de mettre en réserve, quoi. On ne peut pas dire, si on décide de distribuer, même si on ne met pas en paiement immédiatement, puisque vous savez, on a 9 mois pour mettre en paiement à compter du 1er janvier de l'année de la décision. Donc, enfin, plus exactement, 9 mois à compter du début de l'exercice. Donc là, je parle d'un exercice qui coïncide avec l'année civile. Mais sinon, hop, si vous mettez en paiement, bah, ça y est, c'est cuit, quoi. Vous êtes même si... Parce que le prélèvement à la source, le PFU, il s'appliquera qu'au moment où vous allez verser. Mais à partir du moment où vous avez décidé de distribuer, vous devez verser. Donc, s'il y a un dispositif anti-abus, vous ne pourrez plus y échapper. Non, la solution, c'est incontestablement de mettre en réserve dans un premier temps, et puis ensuite, une fois, en bonne logique, la loi définitivement votée, puisque ce qu'on aura au mois de janvier ou autre, ce ne sera jamais qu'un projet, eh bien, vous serez à ce moment-là obligé, une fois que la loi sera définitivement votée, vous pourrez arbitrer. Ce qui sera d'ailleurs difficile, parce que comme vous aurez nécessairement versé une rémunération de gérant, hein, ou de président ou de directeur général, eh bien, l'arbitrage va être réduit, quoi. Bon, en tout cas, il sera sous contrainte. Assez compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur le PFU.